Nouvelle école. Yes, chauffons-nous. C'est comme la dernière fois, je viens de me réveiller. Ouais, je crois que je suis encore plus éclaté mais que moi la première fois. j'ai très très mal dormi aussi, donc je sais pas pourquoi. En fait, dès que je dois faire un truc le lendemain, c'est impossible de dormir. Ouais, ça m'arrive souvent. Ouais. C'est, Alors, même sans ça, même sans perspective de rien le lendemain, je dors mal. Pourquoi? Ah, t'es insomniaque? Je suis pas insomniaque, mais j'ai un sommeil hyper léger et je crois que je turbine même quand je dors en permanence. Rien me réveille. Je mets vachement de temps à m'endormir aussi. Tu mets pas des boules caisses? Non, je devrais essayer. Mais moi, je mets des boules caisses. Les masques là, l'espèce de truc. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai les boules caisses en cire. Ouais. Donc déjà, vraiment, c'est genre, je pense qu'il peut y avoir un cambriolage, la maison qui brûle, j'entends rien. Le Beat by Dre, le truc qui était... Ouais, c'est ça. et j'ai le masque d'avion aussi. Ouais, et ça marche? Bah, ça marche tant que t'es célibataire, je pense. Ouais, ça peut être... Il y a moyen que ce soit un tue-l'amour. Après, ouais, c'est ça. Qui facilite pas trop la communication. Ouais, non. Mais ouais, faudrait que j'essaye. Mais ouais, vérité. Ça marche bien. Moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à m'endormir, en fait. T'arrives pas à t'endormir? Ouais. Je vais au lit et je mouline. C'est pareil. Je mouline comme un ouf, quoi. Après, il y a des techniques. Il y a des moyens de diversion. La lecture, tu vois. C'est un truc, je suis trop feignant pour ouvrir un bouquin, mais je le fais de temps en temps. Mais c'est pas soporifique. J'arrive pas à me concentrer plus de 10 pages, tu vois. Donc, le seul truc qui pète mes cycles de sommeil, c'est, tu sais, à un moment donné où je sens que je peux partir. Et je vais rouvrir Instagram ou je vais me remettre sur le net, machin et tout. Et là, je rentre en hypnose. Il y a l'écran Retina c'est comme des phares à xénon, tu vois. Ça te pète la tête, ça te réveille. T'es toujours autant fatigué. Mais t'es speed. Mais ça te remet une espèce de décharge. Attends, et tu casses ton cycle de sommeil comme ça. Je t'ai pas montré, mais j'ai une boîte là-bas dans laquelle je mets mon téléphone. En gros, c'est genre une boîte en plexiglas avec un minuteur par-dessus. Et je fous mon téléphone dedans et je mets genre 8 heures. Et bam, ça se verrouille, je peux plus le prendre. C'est un vrai truc de toxico, tu vois. Mais de fou. Et mais moi, je me considère. Mais tu le fais tous les soirs ou... Bah, je le fais le plus possible, ouais. Quasiment tous les soirs, ouais. Et surtout, je le fais la journée. Là, tu vois, je savais que t'allais arriver, donc t'allais sûrement m'écrire, donc je l'ai pas fait. Ouais. Mais surtout qu'en ce moment, je bosse sur des trucs où j'ai besoin d'écrire, de me concentrer. Ton téléphone. Le mec, il a plus de téléphone. Putain, si t'as une constance, t'arrives à t'appliquer une rigueur là-dedans et tout, c'est fou. Bah, en fait, faut le faire dès le départ, quand tu te lèves. Ouais. Parce que quand tu te lèves, tu t'en fous un peu, tu sais. Et après, plus tard dans la journée, t'as pas envie de le lâcher, t'as envie de checker Instagram. Putain, moi, je crois que j'ai un œil dessus chaque minute. Tu vois, du jour ou de la nuit, quoi. Dès que si je suis réveillé, je crois que, ouais, je suis trop souvent sur mon, mais c'est même devenu inconscient. J'ai des réflexes inconscients, tu vois, où je l'allume sans regarder. Ouais, moi j'ai souvent l'impression qu'on m'envoie des messages dans la poche et j'ai rien, tu vois, des vibrations, des trucs, je suis tout le temps en train de le checker aussi. Mais ça te fait pas galérer à quand t'écris, genre? Quand j'écris? Ouais, enfin quand t'essaies de bosser? Non, parce qu'il y a des choses quand même qui arrivent à capter mon attention un certain temps, tu vois. L'écriture, quand je suis dessus. Il y a rien qui peut trop me sortir la tête de ça. Non, c'est plus en dehors, tu vois. C'est les moments où, là en ce moment, par exemple, tu vois, j'ai fini l'album et tout, et du coup, je bosse beaucoup moins la nuit. Je récupère un rythme à peu près normal. Ah, parce que quand tu travailles sur l'album, tu prends un rythme de nuit en fait. Ouais. C'est pas ton rythme de base tout le temps. Bah moi mon rythme de base c'est un peu un rythme de nuit de toute façon, tu vois, genre depuis très longtemps. Mais l'album, ouais, que ce soit l'écriture ou le studio, c'était vachement la nuit, tu vois. Mais qu'est-ce que t'appelles la nuit? C'est genre tu commences à bosser à quelle heure, genre? Franchement, je me réveille sur les coups de 15-16 heures, j'émerge quoi, tu vois, vers 18-19. Et c'est soit je pars sur une nuit d'écriture, soit je pars sur une nuit de studio. J'ai vachement fait de sessions de nuit avec mon ingé. Et le studio, tu le louais? Non, moi je le loue pas, je m'en occupe pas en fait. Le studio, il appartient à la fois à mon ingé David Soudan, qui a le studio Axo, qui est pas très loin de chez toi d'ailleurs, à Télégraphe, rue Axo, et il se le partage avec Scred. Je crois que Scred le sous-loue une cabine d'enregistrement, un truc et tout. Mais David, c'est le propriétaire. Du coup, non, je crois que David s'arrange avec mon label directement, quoi. Ok. Et donc en fait, toi, tu y vas quand tu veux pour travailler, quoi. Ouais. Après, c'est un petit studio un peu des familles, tu vois. Donc il y a vachement de passages, ça tourne beaucoup, vachement d'artistes qui ont leurs habitudes et tout. Même la nuit? Ouais, même la nuit, ouais. Après, ils sont 3 ou 4 ingés sur place. David, il gère le truc, il est ingé en plus. Est-ce qu'il y a des gens H24 dans le studio? Non, il n'y a pas une maintenance, il n'y a pas un veilleur de nuit. Tu sais, moi, j'imagine trop les trucs à l'américaine où t'as toujours un ingé son qui est là derrière à mixer ton truc et tout. C'est un truc qui tourne 24 sur 7, mais là, non, c'est un petit truc vraiment, tu sais, d'habitué, petit truc familial. Et du coup, David, il m'a libéré le studio le plus possible, et ça, c'est chambé, quoi.
Et toi, tu y vas et en gros, enfin, c'est fait exprès de bosser la nuit ou c'est parce que tu y arrives mieux ou... Parce que bizarrement, je suis plus réveillé la nuit. Je suis moins fatigué. C'est vachement physique en fait, de taper des journées de studio et de te mettre, tu vois, derrière un micro et de refaire 15 fois les mêmes trucs. Il faut y mettre l'interprétation. Il y a plein de trucs qui demandent, tu vois, d'être voilà, d'avoir une voix claire, de machin, d'être en forme, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, la journée, j'ai vraiment le sentiment que quand je me lève, il y a ma tête qui se réveille, tu vois, genre sur les coups de 15 heures, un truc comme ça, et que mon corps émerge vers 18-19. Je me réveille en 2 temps. Et du coup, la nuit, j'ai l'impression d'avoir plus de capacité, d'être un peu plus rassemblé, plus réveillé. Et puis parce que je trouve ça beaucoup plus inspirant aussi, tu vois. Ça, c'est quand j'écris. Tu veux dire que t'arrives plus à se mettre dans ta zone un peu Ouais. C'est, je sais pas, je pense que c'est marrant, mais j'ai l'impression que ça favorise un peu l'introspection, tu vois. Ouais, ça, je pense aussi, ouais. La nuit, quoi. Ou le côté... marcher en écoutant du son aussi, des instrus la nuit, je le fais beaucoup. Tu marches? Ouais. Dans Paris? À côté de chez moi. Non, je marche pas trop dans Paris, mais... Est-ce que les gens, ils te reconnaissent maintenant quand tu marches? Ouais, un peu plus sans mon bonnet maintenant, ouais. Avant, c'était vachement... Mon bonnet, c'était assez immédiat. Et maintenant, ouais, un petit peu plus, ouais. Attends, il y a mon coloc qui veut récupérer un truc. Bien sûr. Je vous en prie, monsieur. Salut, récupérez votre drap qui sèche. Ah, tu récupères toutes tes planches, c'est ça? Ça va taper une construction, un duplo géant à l'étage. Ça va taper une teuf, surtout un Jenga, part, je pense. C'est vrai? Ouais, ça, construire un cabanon. C'est plus le genre de la maison, je crois. Comment il s'appelle ce chat là? Il s'appelle Clubber. Clubber. Ok, ouais, ça donne quelques indications sur ce qui se passe ici. Ah ouais. Clubber. Avec ça. Ah putain, il y a la femme de la RATP derrière. Deux têtes Clubber. C'est bon? Je sais plus ce qu'on. Ouais, l'introspection, Ouais, la nuit, quoi. La nuit, pour tout. Le fait aussi qu'il n'y ait pas moins de distractions, peut-être. Il n'y a pas tellement de gens qui t'appellent à 4h du mat, quoi. Ou... Ouais, mais alors, par contre, moi, j'ai un rapport au téléphone. Tu vois, on parle plus d'Instagram, là, mais j'ai un rapport au téléphone, à la communication, un rapport aux gens avec mon téléphone qui est particulier. Je ne réponds que quand j'en ai envie. Et ça rend fou les gens. À l'appel, tu veux dire? À l'appel, au texto, c'est fou, mais je suis vraiment sans pitié. Il y a aucun traitement de faveur, quoi. C'est intéressant. Quoi. Parlons de ça justement. Pourquoi? Tu dis que t'es impitoyable un peu. Ouais. Donc j'imagine que c'est un truc conscient. Ouais, c'est totalement conscient. Puis c'est totalement, ça m'est totalement reproché, tu vois. Ah ouais? Donc il y a des potes que ça a fini par totalement saouler, donc ils ne m'appellent plus. Donc on s'attrape quand on se croise, quand on truc, voilà, un peu au hasard. Et d'autres qui continuent de m'envoyer des trucs en mode tu casses les couilles, réponds, qui essaient de me choper sur Instagram, qui envoient des trucs sur mon mur quand ils voient que quand ils réalisent que je suis connecté, ou en me disant vas-y, décroche à tenter. Je le fais, c'est fou, mais c'est pareil, quoi. C'est potes, famille, tout mélangé. J'ai des phases où c'est comme si je verrouillais tout, tu vois. Genre, pourquoi tu verrouilles? Bah, là, je peux le mettre en lien récemment, tu vois, je l'ai vachement fait parce que j'étais tellement dans l'album, que j'étais tellement dans ma tête que ça m'a rendu hyper farouche. Je me suis totalement déconnecté, c'est marrant, hein. Le fait de m'enfermer, de passer une pige et demie vraiment dans ma tête. Ça me fait penser à une parole de Bachung, je réfléchissais à ça hier, qui disait « J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne ». Et bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé la dernière année, tu vois, dans une cellule capitonnée, enfermée dans ma tronche. Et complètement déconnecté de mes sensations et de mon corps, tu vois. Du coup, je suis devenu farouche, marrant, beaucoup plus qu'avant de rentrer en écriture. Qu'est-ce que tu appelles plus farouche qu'avant l'écriture? C'est quoi la différence? Le monde extérieur, tu vois, ça a été énormément de travail chez moi, déjà. Donc, tu vois, sans compter le temps, à être vraiment enfermé entre 4 murs, à ne faire que ça, ne pas répondre au téléphone et tu vois, devenir un peu fou, quoi, de me faire des sessions des 4-5 jours d'affilée à carburer au café, tu vois, genre à écrire. De temps en temps à sortir un peu la nuit, machin, mais sans trop me changer de contexte. Et tu vois, à aucun moment
je me suis dit ce serait bien d'équilibrer, tu vois, en faisant le vide, en allant voir des potes, en sortant, je sais pas, en reprenant le sport, en faisant des trucs qui pourraient me justement, tu vois, me délester un peu de. C'est devenu lourd assez rapidement en fait, tu vois, ce que j'avais en tête, machin, et le fait de. C'est des morceaux hyper introspectifs sur l'album, tu vois, très personnel et tout. Du coup, j'ai touillé la merde, comme on dit. Et à force de le faire, j'ai vraiment réveillé des démons, des trucs. Et en plus, j'ai fait en sorte, mais ça, je crois que je suis très fort pour faire ça. J'ai fait en sorte justement de tout verrouiller autour, tu vois, histoire de nourrir le monstre, quoi. Donc c'était conscient. Tu te disais, je veux m'isoler, comme ça, je vais pouvoir aller jusqu'au fond du truc. Consciente et des fois moins. C'est des trucs que j'ai pu identifier maintenant avec le temps, tu vois. J'ai fait une psychanalyse assez longtemps et il y a des comportements que j'identifiais comme ça, des comportements qui arrivaient et que j'arrivais à prévenir. Et là, je sais, tu vois, par exemple, quand je me dis, putain, je fais exactement tout l'inverse de ce qu'il faudrait que je fasse pour aller bien, mais c'est productif ça me permet d'écrire. Va au bout de ta démarche, tant pis, tu morfleras à l'arrivée. Et ça a été le cas, tu vois. J'ai tapé des petits burn-out, des trucs, des vraies phases un peu psychotiques, des trucs de ouf. Ou t'arrêtes de travailler, du coup Ouais, mais où j'arrête de travailler techniquement parlant, tu vois, où j'arrête d'écrire, où j'arrête de chanter et tout, mais où je continue de gamberger qu'à ça, tu vois. Où je continue de réfléchir quand... Tu vois, où j'ai des réflexions, des choses en rime, des trucs qui peuvent rentrer dans des textes, dans des machins, tu vois, mais en négligeant tout le reste à côté. Moi, le premier, tu vois, et genre, il y a pas longtemps, je me suis séparé d'une personne de qui j'étais tombé amoureux, tu vois. Et parce que je suis devenu fou avec cet album et que je sais qu'elle m'a récupéré à la moitié du process d'enregistrement de l'album et que j'étais déjà complètement autiste. Et que ça n'a fait qu'empirer ou que s'accentuer jusqu'à ce que je le rende, tu vois. Et là, ça fait un mois et demi, un mois que je l'ai rendu. Ça va un peu mieux, tu vois. J'ai l'impression c'est fou, hein. Mais j'ai l'impression de reconnecter avec le monde extérieur petit à petit, avec moi, avec ce que je disais tout à l'heure, avec mes sensations. Sortir un peu de ma tête, quoi. Et c'est très bizarre de devoir réinvestir son corps d'un coup comme ça, c'est super étrange. Quand tu l'as plus fait depuis plus d'un an, quoi. Et les gens, du coup, ils t'en veulent quand tu te fermes, enfin quand tu te. Ouais, totalement. Mais ouais, bien sûr, c'est. Tu vois, cette personne-là me disait, j'ai pas l'impression d'avoir de place, que tu me laisses de place. Tu vois, c'est très compliqué de se frayer un chemin là-dedans. Et de te faire partie de ma vie. Et puis je l'ai effectivement. En plus, moi, je suis déjà de base très solitaire et très fuyant et très craintif. Et pour le coup, c'est pas faute qu'elle ait essayé, cette personne. Vraiment, tous les moyens, toutes les configurations possibles. Voilà, on a tout essayé, on a plein de choses, quoi. Et bon, c'est pas le moment. Je pense qu'il va vraiment falloir, moi, après, tu vois. Je pensais que cet album-là, c'était m'aiderait à faire à prendre le relais du travail que je faisais avec ma psy, tu vois. Je m'étais dit, ok, poursuivons ce sera que la suite ce sera qu'une thérapie finalement, tu vois. Je continue le travail tout seul, ça a marché un temps et puis je me suis rendu compte que c'était compliqué de m'auto-analyser en permanence et surtout de faire la part des choses, quoi. Tu vois, il y a un truc chose que tu gardes coffré en toi. Ouais, parce qu'en plus, t'as pas le recul qu'a la personne en face. T'as moins de recul, évidemment, et puis surtout, y a rien de vraiment, y a rien de vraiment très cathartique, tu vois. Si, sur l'instant, sur le papier, tu peux cocher des choses, mais il y a des choses que tu gardes en toi, que tu réveilles et qui restent en toi. Donc c'est super compliqué, et ouais, je sais plus pourquoi, j'ai rouvert un tiroir, je sais plus. Tu sais, on disait, je te demandais si les gens t'en voulaient quand tu t'enfermais. Ouais, bah bien sûr. Les absences, ouais, c'est compliqué. Mais c'est difficile parce que en ce moment, c'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal. Le côté, j'ai l'impression, quand même avec toutes les discussions d'équilibre, etc., qu'on a pu avoir sur ce podcast et tout, j'ai quand même l'impression, et je sais pas si je me trompe ou pas, mais quand tu veux créer un projet un peu d'ampleur, en tout cas d'ampleur pour toi personnellement, tu vois,
et ben j'ai l'impression que c'est difficile de le faire sans sacrifice, tu vois. Et alors les gens ils sacrifient différentes choses, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en fait peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à créer des trucs d'ampleur et qui sont parfaitement équilibrés, qui arrivent à rester heureux, tu vois. Ah ouais, il y en a qui se nourrissent de ça même. Et ben moi j'ai l'impression que dès que je me lance dans un truc vraiment, et ben il y a énormément de choses qui passent à la trappe, et donc et pareil il va y avoir des gens auxquels je réponds moins. Surtout quand je l'ai vu avec ce truc-là qui a un succès tout à fait relatif, mais qui quand même a eu un succès qui est monté, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu travailles de plus en plus, mais tu es de plus en plus sollicité, donc il y a une double courbe un peu comme ça où tu es obligé de commencer à dire non à des trucs. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est bien sûr. Ça c'est il y a quelque chose d'un peu inévitable là-dedans, tu vois, devoir sacrifier, devoir comment dire, quantifier sur son temps, son énergie, optimiser ça et pour ne faire que ce qu'on aime et j'imagine comme pour ton podcast, tu vois, plus il y a de demandes, plus toi tu deviens exigeant avec toi-même, plus tu as envie de monter de niveau, d'aller chercher des invités qui te plaisent, tu as peut-être plus la possibilité de le faire, enfin de mieux le faire. Donc il y a une part de concession, on va dire, de choses où tu te dis comment je répartis mon temps maintenant et avec qui je partage mon temps libre, ou ce qui me reste, avec quelle personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a forcément un peu un genre d'arbitrage avec des victimes dedans de cet arbitrage. Ah ouais, bien sûr. Qui sont des gens que tu aimes quand même, en fait, tu sais. Tu les aimes, et en fait, tu sens qu'il y a une sorte de petite frustration, parce qu'il y a le manque de communication et puis une distance qui se crée. Et tu peux pas y faire grand chose. Non, c'est compliqué de l'expliquer parce que je pense que tant que tu le vis pas de l'intérieur, ou tant que tu l'observes pas, ça a été le cas pour nos potes, pour beaucoup de nos potes quand on a commencé quand Aurel avait déjà fait son trou, mais quand moi j'ai rejoint Aurel pour les casseurs, j'ai observé un peu ce changement de regard sur nous et j'avais souvent entendu dire, tu verras, la notoriété, le truc, ce que la notoriété amène te fait changer toi. Et je me suis rendu compte que non, ça fait d'abord changer le regard des gens sur toi. Il y a de ça, tu vois, il y a une espèce de sentiment abandonnique de la part des gens autour, il y a de la jalousie, il y a de la fascination, une espèce de sentiment contraire qui se télescope, tu vois, et qui crée de l'incompréhension, des trucs. Et en fait, toi, t'es, je pense, tellement focalisé sur ton truc, t'en as conscience, mais tu peux pas y faire grand chose à ce moment-là. Mais moi, je parlais plus du truc de mon problème, moi, dans le processus artistique, c'est que je suis très centré sur moi. Je suis pas d'une nature tant sociable que ça, tu vois, et qui pourtant il faut fédérer une équipe autour. Tu peux rien faire tout seul véritablement, tu vois. Quand tu fais un album, ne serait-ce que l'entente avec ton ingé, qui a une sensibilité un peu commune. C'est un travail d'équipe, quoi, que tu puisses te nourrir de la vision de tes partenaires de taf et tout, c'est ce qui va nourrir ton taf aussi, toi. Et puis t'es limité, tu vois. Moi, par l'écriture, le chant, et encore le chant, ça reste très limité. Je rappe. J'ai rencontré Léa Castel. J'ai rencontré Léa Castel en milieu d'album, qui m'a tout fait revoir autrement, qui m'a fait envisager les morceaux comme des chansons, qui m'a appris à poser ma voix, qui m'a coaché, qui a vraiment fait de la direction artistique sur l'album. Et tu vois, malgré mon côté très autiste et à un moment donné, je me suis dit bon, y a toute une partie des gens que je connaissais, avec qui je travaillais, qui sont partis en tournée, machin, et je me retrouve un peu seul face à moi. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je fais 15 fois le même morceau sur des beats qu'on m'envoie, que j'aime bien, machin, mais sur un truc très simple, très basique, tu vois. C'est ce que tu avais l'impression de faire à un moment ? Au début, ouais. Les 3-4 premiers mois j'allais demander des prods c'est cool parce que les producteurs que j'aimais m'envoyaient des palettes de sons. Mais je faisais des morceaux vachement en rap, même dans un esprit assez casseur-flotteur finalement, tu vois. Parce que j'étais pas rentré dans ça fait en plusieurs étapes, tu vois, mais c'est vrai que j'étais pas rentré déjà en introspection vraiment, mais surtout parce que j'étais pénalisé par le fait d'être seul, tu vois, et d'avoir qu'une vision, de manquer de recul, et que la rencontre de gens comme Léa Castel, comme David Soudan, mon ingé, il y en a d'autres. Mais alors comment t'as fait ça justement ? Ça m'intéresse énormément. Parce que moi je suis pas très doué à ça non plus, je trouve. Moi je suis assez, je pense, je sais pas, ça doit être lié à des trucs que j'ai fait quand j'étais ado, où j'étais avec des gens et j'ai eu l'impression que je pense que j'ai eu l'impression 2-3 fois que les gens avec qui je bossais, tu sais, me lâchaient un peu à un moment. Et du coup, maintenant, j'arrive plus trop à faire, tu vois, ce projet, je le fais tout seul. Mais je pense que quand tu inities un truc,
C'est ce que j'ai réalisé moi. Ça a été un mal. J'ai eu très très peur à un moment donné, tu vois, de me retrouver tout seul. C'est ce qui s'est passé en plus. Puis dans des conditions un peu moyennes. Après c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Pourquoi c'était des conditions moyennes? Parce que c'est des trucs entre moi et mes potes, tu vois. Mais ça s'est pas passé de manière très très cool. Et du coup je me suis retrouvé vraiment face au vide, tu vois, me dire putain comment je vais faire. C'est vrai que j'étais vachement j'ai été très pris par la main, tu vois, sur les projets Casseurs. Je me suis laissé faire. C'était facile. Aurel avait de l'expérience. J'avais qu'à écrire, lui faire valider mes morceaux, mes textes. Il m'aidait aussi sur les flows, tout ça, tu vois. Donc quand je disais que c'était une école du rap, c'est que j'étais avec un pote qui était aussi mon prof, tu vois. C'était un prof. Et que c'était simple. J'étais dans un confort que je n'ai d'un coup plus eu. Et puis j'étais d'une nature vraiment à pas prendre trop les devants, tu vas me dire ok, je suis le mouvement, c'est très cool, je reste le mec passif que je suis, je prends aucun risque et sans prendre de risque finalement, tu vois, des opportunités que ça m'amène, le cinéma, on fait un film avec Aurel, une série, puis moi après je fais du cinéma, tu vois, puis j'écris l'album. Donc j'en viens sans trop m'être investi, tu vois, je suis quand même arrivé à des endroits, je suis quand même arrivé à récolter des trucs assez chouettes, quoi. Et puis là, je me dis, Aurel, il est plus là, j'ai plus les autres autour qui vont m'aider ou me rassurer, qui vont même m'aider, quoi. Comment je vais faire? Donc voilà, il se passe 3-4 mois où je fais un peu les mêmes morceaux, je tourne en rond, je me dis putain, est-ce que j'arrête la musique, est-ce que j'arrête le rap, tu vois? Ah ouais, tu te dis vraiment ça? Parce que je suis capable de faire un album tout seul qui tienne la route. Puis j'avais des ambitions quand même, j'avais pas envie de faire un album. Juste pour faire un album, juste pour faire un album. Puis je te dis, faire 15 fois le même morceau, à quoi bon, tu vois? Et donc voilà, ça a été des grandes remises en question. Tu l'avais déjà annoncé à ce moment-là un peu? Ou pas vraiment? Aussi, ouais. Mais tu sais pourquoi c'était une pression en plus ou? Mais ouais, mais c'était une pression nécessaire. C'est pour ça que j'ai teasé comme un malade, c'est qu'à chaque fois, c'était pour ne pas me laisser le choix d'abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de publiquement, même si c'est à petite échelle sur mon Instagram, de publiquement dire je suis en train de bosser l'album, tiens, je vous balance un extrait de ça, tu vois, alors que c'est des trucs qu'on sauté depuis, tu vois, qu'on 8 mois, machin maintenant. Mais je le faisais parce que c'était un moyen pour moi de me stimuler, de continuer à œuvrer dans le bon sens, à bosser, tu vois, et à ne pas lâcher l'affaire, en fait. Parce que j'étais très capable de tout arrêter d'un coup, tu vois. Donc finalement, cette pression que tu te mettais en annonçant aux gens, c'était une bonne idée, en fait. Pour moi, ça a été nécessaire de le faire parce que je me connais trop bien et tu vois, c'était une manière de barricader, de m'empêcher tu vois, de fuir. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai perdu des gens ou j'en ai saoulé un paquet en annonçant des dates de sortie, des trucs. Tu vois, j'ai vachement de retard. Tu crois vraiment qu'il y a vraiment des gens qui sont partis? Ouais, je reçois des messages encore aujourd'hui. Tu vois, tous les jours, je reçois des messages. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient des. Enfin, j'ai perdu quelques abonnés, mais c'est surtout, je l'ai vérifié dans les messages que je recevais. Des gens qui me disaient, mais qui prenaient ça comme une trahison, quoi. Des fans qui prenaient ça comme une trahison. Des supporters, des gens qui me supportent, qui soutiennent le truc, qui prenaient ça comme une trahison, qui en jouent, qui sont moqueurs, machin. Ça m'atteint pas des masses, tu vois, les moqueries, les machins. Je trouve que c'est de bonne guerre, tu vois, parce que moi, j'ai annoncé le truc en début d'année. On est bientôt en novembre et il y a toujours, tu vois, il est toujours pas là, quoi. Et pourtant, il arrive, hein. il est bien là, mais. Et du coup, bon voilà, j'ai pas la science du timing, quoi. J'ai teasé comme un fou, mais parce que c'était un stimulant pour moi, ça me permettait de passer des caps. Parce que moi, parfois, je me dis ce serait peut-être bien. Enfin, je t'annonce ce que tu vas faire ensuite, tu vois. Et parce que je vais faire un truc ensuite. Et après, je me dis, mais tu sais, j'ai l'impression que si je l'annonce, après, je vais être paralysé. Parce que je vais me projeter dans ce que je pense que les gens attendent peut-être. Alors que déjà, je pense qu'en vrai, il n'y a pas grand monde qui attend quelque chose. Mais surtout, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, tu vois. Toi, tu n'avais pas ce côté où tu te disais, une fois que tu as annoncé, tu te dis pas, ok, alors qu'est-ce que Gringe il doit faire, tu vois, au lieu de faire ton album sans y j'ai eu penser. ce syndrome-là. Mais justement, je me suis vite rendu compte que c'était totalement contre-productif, tu vois. Parce que en définitive, si tu commences à te mettre dans le calcul et à essayer d'être un peu stratège, d'avoir c'est vraiment contre-productif. Tu tues un peu la création et le côté spontané de la création, tu vois. Et puis en vérité, j'avais tellement quand j'ai commencé à démêler un peu les premiers nœuds, pour savoir de quoi j'allais parler.
et que j'ai trouvé des pistes intéressantes et que ça s'est concrétisé par des morceaux qui tenaient grave la route et qui étaient, je me suis dit, ok, en fait, j'ai trouvé mon fil rouge et ça n'a rien. Au bout de combien de temps tu dirais que tu as trouvé ton fil rouge? C'est long, hein, ça a été long, je sais pas, 6 mois, 8 mois, quoi. Et tu dirais que tu avais fait combien de morceaux, combien de débauches? Que j'ai gardé 3-4, peut-être en 6 mois, tu vois. C'est vraiment, je te dis, encore une fois, c'est ma rencontre avec Léa qui a tout chamboulé, qui m'a là aussi lesté d'un poids, je pense, par rapport à ma légitimité à chanter, tu vois. Il y a un truc où elle m'a dit, mais arrête, fais-toi confiance. Ah, tu te disais, je peux pas chanter, je suis pas légitime, je suis pas un chanteur. Chantonner, tu vois, en mettant Melodyne à fond, autotune à fond. Je peux chantonner, mais le fait qu'elle rejoue des morceaux, qu'on y mette de vrais instruments, que les morceaux prennent une dimension d'un coup beaucoup plus musicale et qu'elle me fasse comprendre que le fait d'assumer le côté chanté et tout en pouvant être un petit peu faux, tu vois, un petit peu fébrile et tout, ça avait son charme et tout. Enfin, d'un coup, je me suis senti légitime pour le faire. C'est la première personne, tout à l'heure on parlait un peu de ta solitude dans la création au départ et de comment en fait tu fais pour fédérer, mais c'est la première personne qui a vraiment rejoint ou... Il y a un mec qui s'appelle Shirazi aussi, Shirazi, qui est un chanteur franco-quinri et africain, dont s'occupe Scred un peu. Enfin, ils bossent ensemble, je sais, tous les deux. Et donc, je l'ai croisé plusieurs fois en studio ici, à côté. Et Shirazi, il chante. Et c'est un top liner. Il a surtout, il écrit, enfin, il fait vachement de top line aux États-Unis pour des artistes en place. Et il a vraiment fait son top line pro, pour les gens qui écoutent, c'est la mélodie principale de c'est ça. que t'envoies avec une instru en général. C'est ce qu'on appelle des yaourts chez nous, quoi. C'est tu vas yaourter un truc. Oui, c'est une mélodie. Tu fredonnes un refrain en marmonnant des trucs, mais tu trouves une vraie mélo, machin, et l'artiste est censé écrire par-dessus, ou des fois carrément t'écris tout le refrain, et même des mélodies de couplets que t'envoies, c'est presque un produit fini, l'artiste a plus qu'à repasser par-dessus ou à écrire par-dessus en gardant la même mélodie, et il est très très fort pour ça. Et avant Léa, ça a été un première rencontre qui m'a aidé qui m'a un peu déridé. Il m'a un peu coaché, il m'a filé 2-3 yaourts. Quand tu dis t'as un peu coaché, avec quoi il t'a aidé par exemple? Il était avec moi en cabine, tu vois, mais il a posé ma voix, il me montrait, il me posait une voix témoin et je repassais par-dessus pour essayer de comprendre les subtilités de... Donc lui, il allait chanter ou faire poser la voix, le rap, et toi tu repassais par-dessus pour voir comment il avait mis les intonations. Exactement, et puis moi, exactement, mais ça a été une... Tu vois, si Casseur Flotteur, ça a été mon école, je me suis rendu compte que c'était une école concernant l'écriture et la gymnastique intellectuelle pour produire des textes. Là, je l'avais déjà, tu vois, même si elle a été un peu différente parce que j'étais vachement plus dans la réflexion et l'introspection, alors qu'avec Casseur, on était dans un truc un peu plus léger. Mais là, ça a été une école technique, vraiment, où j'ai appris à chanter, même à rapper au niveau du souffle, au niveau des flows, à changer de flow, à casser mes trucs, à vachement aérer mes couplets. J'ai vraiment passé un cap. Ouais, parce qu'on a toujours la tendance à surcharger les couplets, les trucs comme ça, je trouve. Ouais, de ouf. Et j'ai beaucoup remarqué ça en écoutant ton album, que tu posais vachement bien ta voix, j'ai trouvé. Ouais. Mais que ce soit sur l'intonation. Ça a été un gros travail, mais c'est cool parce que j'ai passé ce cap, j'ai fini par le passer, quoi. Et c'était le fait, du coup, d'être avec quelqu'un qui te permet de pas être tout seul la tête dans le guidon, et à chaque fois t'as quelqu'un qui te dit si c'est bien ou pas bien, sans jugement, d'être validé, déjà sans jugement, ça a toujours été une constante autour de moi. Il y a très peu de mes potes qui m'ont généralement quand souvent été objectifs pour me dire j'aime pas, pourquoi je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas, tu vois. Et t'as pas peur justement quand tu fais, par exemple là t'avais peut-être 3-4 morceaux, quand tu lui as fait écouter au début, t'as peur de les faire écouter ou ça va, t'es à l'aise? Non, j'ai peur de les faire écouter. Mais encore aujourd'hui, tu vois, genre Vald est venu et celui qu'on blase, AD, sont venus 2 fois. On a fait 2 sessions studio parce qu'ils sont sur l'album. Et la dernière, AD, il prépare une mixtape ou un album, je sais pas trop, mais il avait des sons. Vald, il avait des sons de son nouvel album. Aurel, il avait des sons pour sa réédition. Et moi, j'avais mon album, tu vois. Et donc Val dit Grinch, t'as des trucs à nous faire écouter, machin, et on part tous à se faire écouter quelques trucs, tu vois. Et là, en fait, je me retrouve face à des mecs qui sont mais tous, hein, et AD qui est le moins comment dire, le moins connu entre guillemets des trois, avec Aurel et Val, tu vois, et vraiment un mec très brillant, un rappeur
vraiment assez incroyable, qui, je pense, qui est promis à une belle carrière. Et donc, je sais que j'ai face à moi 3 techniciens, 3 mecs qui ont du recul, 3 mecs qui ont du goût, 3 mecs des mecs qui ont fait leurs preuves aussi, tu vois, qui ont de l'expérience un peu à tous les endroits. Et là, ouais, je balise parce que c'est une vraie douane d'un coup, tu vois. Je fais écouter mes trucs et je me dis, waouh, ok, maintenant je me connais, je vais détailler leurs réactions, leurs trucs. Tu regardes le moindre. Entre le discours et l'attitude, tu vois, puis je suis capable de me dire, ok, vas-y, non, en fait, il a pas accroché le truc, il me dit quoi. Ça a été cool, tu vois, ça a été un passage, ça s'est bien passé, quoi. Donc ça, c'est des choses qui, d'un coup, aussi tu dis, ok, je suis pas j'ai l'impression d'être dans la bonne direction, quoi, tu vois, de pas m'être planté, d'avoir fait du bon boulot. C'est un truc qui me ressemble vachement. C'est là où c'était un des enjeux aussi, c'était de pas faire du casseur et évidemment de pas rester dans l'ombre d'Aurel de quelque manière que ce soit, d'avoir quelque chose qui me ressemble, tu vois, et que je puisse présenter aux gens qui m'ont découvert grâce à Casseur, de me présenter de manière hyper intime, qui me découvrent. Et je suis content parce que de manière assez unanime, quand je fais écouter autour de moi, les retours sont positifs, quoi. Voilà. Au début, t'as beaucoup de personnes à qui tu fais écouter ton... Non, faut vraiment que ce soit des gens de confiance. Non, au début, je suis hyper frileux. J'ai même moi-même honte d'écouter. Et puis, bizarrement, t'as plus la même écoute quand tu mets ton morceau face à quelqu'un. C'est très étrange. Tu le vois différemment. Hein. Tu vois ton morceau différemment. Et c'est même comme si d'un coup, tu pointais les failles de ton morceau. Tu vois. Ouais. Alors que quand tu l'écoutes, toi, tu dis putain, bon, ça va, c'est carré. Ouais, j'ai écouté le truc, c'est nickel et tout. Et puis, tu le fais écouter un truc à ma soeur la dernière fois. Ouais. Et je lui mets le casque sur les oreilles et je lui fais écouter. Et pendant qu'elle écoute, je fais putain, c'est de la merde. Tu vois, trop, tu pointes les endroits où juste avant, je l'écoutais et je me disais nickel. Ouais. C'est super étrange comme truc. C'est super étrange. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi ces endroits-là qui sont un peu peut-être un peu fragiles ou un peu qui sont intéressants aussi, tu vois, les trucs quand j'ai pas le sentiment d'avoir des morceaux béton, tu vois, de me dire oh, putain, tout est efficace, tout est machin, il y a des faussetés de justesse de voix, de trucs des fois que je laisse exprès parce que je me dis c'est morceaux un peu ces passages du morceau un peu tu vois où je suis un peu vulnérable, où j'ai qui sont un peu sales, un peu machin. C'est un peu ce qui crée la vérité, non exactement. Et moi, j'avais une volonté de faire un truc très organique, très viscéral, où je parle de moi. Voilà, je voulais que ça touche à l'intérieur, tu vois. Donc, ça a été aussi pareil au mix. Tu vois, j'ai fait mixer l'album par NK, qui est un grand mixeur maintenant et qui mixe un peu tout le rap français. Et qui est un mec très pointu mais très mainstream aussi, tu vois. Et du coup on a eu de longues discussions. C'était un des enjeux je lui disais il faut vraiment qu'on conserve un côté brut, quitte à ce que ça te déplaise, que ça te fasse chier, tu vois, genre il y a un peu une peur non par rapport à ça, je trouve pas. Enfin, quand il y a un son qui est la norme, comme actuellement quand même il y a un son dans le rap assez normé, je pense que c'est pareil pour tous les genres à toutes les époques, hein. Mais du coup je trouve que c'est inquiétant de s'en éloigner un peu parce que du coup les gens sont moins prêts à entendre ça, tu vois. Ouais, peut-être. Mais en même temps et je pense que c'est bien, justement, faut y arriver, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est il y a quand même un confort mais c'est comme quand tu fais du ciné, je pense à faire des choses auxquelles les gens s'attendent, tu vois, un peu. Ouais, bien sûr, mais justement après je pense que le challenge il est là, tu vois. Quand j'écoute l'album d'Alpha One, absolument pas dans les codes actuels, un peu il dose, j'ai le senti. Après, j'ai écouté un peu en diagonale, mais il y en a 3-4 que j'ai écouté, que j'ai bien saigné, tu vois, et je trouve que, ouais, c'est culotté, parce qu'à un moment donné, t'es à contre-courant de ce qui se fait, t'arrives avec un truc hyper assumé, et en même temps avec des flows, pour le coup, des flows très, très contemporains, très actuels et tout, et ça marche, tu vois. Je pense qu'il faut assumer sa démarche. Et effectivement, tu vois, c'est ce que on se disait tout à l'heure, c'est, quand tu commences à vouloir formater ou à calculer un peu ta musique ou quel que soit le support sur lequel tu bosses, tu vas vouloir le calculer pour correspondre à un format, machin, t'es déjà dans l'erreur. Tu perds un peu d'authenticité. Mais c'est sûr et certain. Tu vois, ça manquera d'âme. Mais c'est difficile. J'ai l'impression que c'est un peu un truc comme si plus tu le fais et plus t'arrives, je trouve, à enlever tout ce vernis. Mais j'ai l'impression que c'est un truc progressif, tu vois. C'est vachement progressif. Moi,
Comme si t'étais un petit explorateur en mode Jurassic Park et que t'as ton petit balai, tu sais. Exactement ça. Mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, nous on déconstruit. Enfin, moi j'ai déconstruit énormément mes morceaux. Et c'est comme tu dis, tu vois, c'est le petit mec qui dépoussière son, tu vois, sa maquette, son truc. Tu le fais petit à petit. Tu vois, il y a des morceaux qui ont changé de morphologie en l'espace de 6 mois. Il y en a 2-3 comme ça, dont un en particulier que j'étais même saoulé de chanter à l'arrivée, tu vois. Mais au final, un de mes morceaux pivot qui s'appelle Pièces détachées. On est parti d'une prod complètement synthétique, un truc qui était une prod qui était déjà mortelle. Et au final, on a fait rejouer ça. Léa, elle a refait une version juste un piano. On a fait un piano voix, puis en fait, elle m'a présenté un mec qui s'appelle Johan Chirescu, qui est mortel, avec qui elle bosse, qui a joué des choses par-dessus, qui a reposé une rythmique. Puis un mec qui s'appelle SoFly, qui a produit sur l'album aussi, qui est un beatmaker incroyable et qui m'a refait des trucs. Et puis elle a ramené une violoniste et machin. Et en fait, j'ai tout déconstruit. Et puis à l'arrivée, ton morceau est plus du tout le même que l'original. C'est fatigant de le faire, sauf que c'est en dégrossissant comme ça que tu t'en gardes l'essence, tu vois, la moelle, quoi. T'arrives vraiment à cœur du truc. C'est polir tu sais, c'est comme une pierre précieuse que tu vas polir, quoi. Et t'en gardes tu vois, un truc qui perd avec énormément d'éclat, machin. Et tu le sais quand tu touches au but. Enfin, tu sais quand il faut continuer de creuser, tu vois, tu le sais. C'est un truc un peu intuitif, machin. Tu sais que voilà, ton morceau mérite d'être encore déconstruit une énième fois, tu vois. Et même j'ai l'impression que c'est presque parfois t'as l'impression, je trouve, quand tu crées des trucs musicaux ou mais visuels et tout, que en fait le premier coup t'as l'impression que tu l'as, tu sais, tu vas poser un truc, que ce soit, je sais pas, un scénario, des images, du son, et tu vas faire ok, c'est bon, tu vois. Et en fait j'ai l'impression que c'est jamais bon, tu vois, et qu'en fait il y a jamais de victoire facile dans ces trucs là. Parce entre tu sais, ce que tu as en tête, c'est la réalité. C'est-à-dire que la projection dans laquelle tu es et la réalité, c'est toujours un fossé, tu vois. Bien sûr que moi, quand j'écris un truc, quand je le chante chez moi, un peu dans ma barbe, tu vois, à demi-mot, je fredonne un truc, je me dis, putain, j'ai trouvé une mélodie qui déboîte sa mère. Et que je me dis, putain, j'ai des flots de couplets, ils sont fous, machin. J'ai compté le nombre de pieds, j'ai un flot de tueurs. Vas-y, j'ai déchiffré, j'ai décodé la prod du premier coup. Et là, tu te sauces tout seul, tu te dis, parce que tu touches à un truc quand même, tu vois, tu te dis, bon. Et puis, tu te pointes en studio, tu vois, avec ton brouillon, ton truc, t'as bien bossé chez toi, t'es content, tu vas décharger le truc en live, tu vois. Et puis tu te rends compte qu'en fait c'est plus du tout la même sensation, les mêmes trucs à voix haute avec une reverb dans le casque, un truc. Il y a 1000 petits éléments qui font que tu dévites ta trajectoire initiale et tu dis en fait ouais c'est vraiment une version brouillon de version 1 et je vais devoir en faire 10 encore avant d'arriver à quelque chose de solide, tu vois. Est-ce que c'est pas une question d'exigence aussi à un moment ouais, j'ai l'impression qu'au début chez moi, il y a de la paresse. Tu vois, j'ai envie de me dire que le premier truc que je fais, il est trop bien. Et après, au bout d'un moment, je commence à me rendre compte qu'en fait, c'est jamais le cas. Et il y a une sorte d'exigence qui commence à se créer où à chaque fois, je me dis, en fait, arrête de te raconter des conneries, c'est pas trop bien. Donc refais-le, tu vois. Il y a pas un truc comme ça aussi Si, ouais, bien sûr, mais l'exigence, elle vient. C'est aussi une gymnastique, tu vois, un truc qu'il faut une espèce de une rigueur à s'appliquer, tu vois. Ouais, il faut être exigeant avec ça, bien sûr. C'est rarissime de balancer un truc à chaud et de toucher, d'être dans le vrai tout de suite, tu vois. Mais c'est parce que c'est un truc, je pense, qu'on se dit quand on est à l'extérieur et qui peut du coup être bloquant. Tu vois, je sais pas, tu écoutes l'album d'Orelsan, tu dis, bah, moi, je vais jamais arriver à faire la chanson comme ça. Mais en fait, il l'a pas fait en une fois, tu vois. Bien sûr que non. Et en vérité, tu peux arriver à tout faire. Tu vois, il y a pas de génie pour moi quand on me dit putain c'est du génie, ça lui c'est du génie quand il truc. Non, c'est du travail. Sincèrement, c'est vraiment du travail. Mais après c'est du travail. Oui, évidemment que c'est dans l'ombre. Le produit fini, quand tu te prends le morceau dans la tête et que c'est un morceau mortel, tu te dis waouh le mec est incroyable et tout. Et certainement que tu vois il l'est. Il y a énormément de talent, mais il y a surtout énormément de boulot. Je pense pour les artistes les plus installés, les plus émérites pour leur boulot. C'est parce que c'est des gros charbonneurs, tu vois, et qu'un morceau, en vérité, c'est un vrai morceau, et même quand c'est un morceau de rap, tu vois. Regarde, moi, de pièces détachées, au final, j'ai mis 6 mois à le faire.
Aurel, quand il fait un suicide social, je sais qu'il met des mois et des mois à assembler son puzzle et machin. C'est un travail d'orfèvre, tu vois. Et c'est pareil. Chaque syllabe, quoi. Ouais, bien sûr. Mais parce que après, si on rentre dans l'aspect technique, il y a tellement, tu vois, de nuances, de choses. C'est de la minutie, quoi. C'est de l'orfèvrerie C'est ça qu'il faut arriver, c'est arriver à avoir cette rigueur d'aller jusqu'au bout de l'orfèvrerie, tu vois. De pas laisser 2-3 cailloux mal placés parce que t'as eu la flemme. C'est aussi en ça que c'est vachement enrichissant de faire des rencontres, tu vois. Moi, de rencontrer ces gens-là, je te parlais de Léa, de Johan Chirescu, de Sofly, des gens avec qui j'ai bossé en studio, ou que j'ai vu bosser chez Razi. C'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui vont poser une expertise sur ce que tu fais toi. C'est des gens qui sont ou musiciens ou mélodistes ou qui ont des formations musicales, qui jouent des instruments. Et tu te dis, ok, moi c'est très amateur en définitive ce que je fais comparé à eux. Tu vois, il y a tout un aspect technique qui m'échappe et sur lequel ils sont hyper pointus et que je découvre, et c'est fantastique, tu vois. Je les vois jouer des trucs, m'expliquer plein de choses, et je me dis ouais, en fait, voilà ce qui va faire que d'un coup je vais moi monter d'exigence. Dès lors que je suis capable de transformer un morceau qui était plutôt honnête, tu vois, qui était bon à la base, et d'en faire une chanson touchante, nuancée musicalement, autant dans les paroles que dans la musique, quelque chose d'hyper travaillé. Je me dis mais en fait j'ai envie de faire ça sur chaque morceau maintenant, tu vois. Pourquoi faire des trucs? Mais ça y est, j'ai plus d'outils qui me permettent de pousser d'augmenter un peu la qualité de mes morceaux, d'aller les emmener plus loin en tout cas, tu vois. Ouais, en fait, les gens sont un peu ton relais, en gros, dans l'exigence que tu te mets, c'est ça? Ça fonctionne partout pareil pour moi, tu vois, que ce soit dans le cinéma ou la musique. Mine de rien, et malgré c'est paradoxal avec mon côté autiste et tout, mais quand même, c'est vraiment comment dire, j'ai le sens du collectif. C'est de ça que je me nourris, c'est ça qui va me nourrir moi dans mon travail personnel. Et dans le cinéma, de toute façon, c'est inévitable. Attends, parce que tout à l'heure, tu disais pas que t'étais très solitaire, justement. Mais si, justement, c'est pour ça que c'est très paradoxal avec mon côté solitaire et autiste, entre guillemets. Mais il y a je suis tellement dans mes obsessions et j'ai tellement été obsédé par cet album et par le travail fait autour de cet album qu'à un moment donné, m'entourer de ces gens-là, c'est fait hyper naturellement. C'est des musiciens, c'est des artistes, donc on avait un langage commun, tu vois. Voilà, on avait sans se parler, on savait comment se comporter en studio, tu vois. On savait qui faisait quoi, qui allait faire quoi, comment ils allaient m'aider, comment j'allais. Et du coup, je me suis fait violence peut-être, et en même temps. Les gens, c'est marrant, je pense que il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est que les gens de qui j'arrive à m'entourer, même s'ils sont très peu, là j'ai énormément de chance parce qu'ils sont tous très compétents, qu'ils ont tous qui m'ont tous poussé vers le haut, mais ils ont tous comme point commun d'être hyper bienveillants. C'est des vrais artistes au sens noble du terme, quoi. C'est des amoureux de la musique, c'est des passionnés par leur boulot, tu vois, et donc. Et je suis très heureux d'avoir pu susciter un intérêt chez eux artistiquement parlant. C'est-à-dire que mon album avait un potentiel, un truc qui potentiellement les intéressait. Donc c'est comme ça que les gens te rejoignent, en fait. C'est à un moment, il faut qu'ils arrivent à sentir le potentiel de ton truc. Ouais, je pense. Et puis je pense il y a vraiment un langage commun, une sensibilité commune, quoi. Les gens qui se retrouvent à la fois en feat sur mon album et les gens qui m'ont aidé à le faire, à le produire, sont des gens de qui je me revendique, enfin, de qui on est de la même famille artistique, quoi. Tu vois, il y a un langage comme une sensibilité commune. C'est hyper important. Je ne suis que moi-même avec les autres et que bien dans mes pompes dès lors que je sens de la bienveillance, tu vois. S'il y a pas ça, tu vois, je me renferme automatiquement, quoi. Donc en fait, même dans ta disons grande solitude de création et artistique, en fait, t'as quand même des gens qui sont là. Ouais. Peut-être que tu coupes il y a un mur peut-être entre toi et peut-être les proches ou les potes ou les filles, mais en fait il y a des gens qui sont là, qui sont les gens qui t'aident à faire ton boulot, c'est ça. Ouais. Donc finalement est-ce que c'est pas un peu le relais des autres gens d'avant? Si, ça a été ça fait 2 fois que j'utilise relais. Ouais, non mais si, t'as raison, il y a pas eu de passage de relais à proprement parler, parce qu'il y a une coupure nette, très nette. Mais petit à petit, ouais, je me suis rendu compte que je me recréais une équipe de travail, tu vois. Mais ça s'est fait hyper naturellement. C'est des gens qui venaient
qui sont comment dire impliqués dans le projet, intégrés au projet de manière hyper naturelle. Puis c'est parti aussi d'échanges de bons procédés, c'est-à-dire qu'une personne comme Léa, j'écris un peu pour elle aussi, elle prépare son album, elle a un album magnifique, et j'écris pour elle, tu vois. Donc par son biais à elle, j'ai rencontré des producteurs qui étaient quand même très costauds, qui bossaient très bien et très vite, qui ont capté tout de suite l'enjeu de mon truc et où je voulais aller. Voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai des gens avec qui je suis prêt à repartir un éventuel deuxième album. Je sais que je perdrai nettement moins de temps à faire les choses seul et que je saurai à qui déléguer les choses, tu vois. Voilà, en termes de mix, en termes de production musicale, en termes de gens qui vont m'aider à chanter. Ça, c'est intéressant. Si tu te revoyais il y a 2 ans et que tu te disais, vas-y, Grain, je vais te donner des conseils, parce que moi, j'ai déjà fini l'album, tu te dirais quoi? Je me dirais, mais c'est des choses un peu bêtes, tu vois, mais une des dernières discussions que j'ai eues avec NK, c'était NK qui me disait, prochaine fois quand t'attaques le deuxième album, s'il y a un deuxième album, envoie-moi les morceaux cas par cas. Dès que tu les as fait, envoie-moi un morceau, machin, que je me retrouve pas avec 15 morceaux à mixer d'un coup. Okay. Parce que, effectivement, pour lui, c'est une tannée. Et puis, quand il m'envoie les morceaux, moi, à ce moment-là, je les ai saignés. J'ai tellement saigné les maquettes et les trucs et tout que j'ai une musique en tête, une vision en tête. Et que lui va apporter quand il va mettre sa patte, sa main à la patte, qui va me rendre les morceaux mixés, il va y mettre sa vision, et ce sera pas forcément les morceaux qui vont pas forcément sonner pareil, tu vois. Et donc je me suis retrouvé comme ça pendant 1 mois et demi à recevoir des morceaux mixés un peu au cas par cas et être un peu dérouté par ce que j'entendais, parce que c'était pas conforme à ce que j'avais fait au début et que c'était autre chose et que j'ai. Tu veux dire voilà, que ta vision à toi était déjà trop construite, trop cristallisée, c'est ça? Elle était cristallisée, mais de fait, en fait. N'importe quel artiste, quand tu fais ce qu'on appelle une mise à plat, quoi, d'un morceau que tu vas envoyer au mix, c'est ta maquette, quoi. Une maquette, c'est ça. T'as un morceau qui est propre, mais maintenant il faut mixer les voix, il faut mixer la musique, il faut les faire masteriser ensuite, tu vois. Et c'est une partie essentielle en plus. C'est ce qui va faire sonner tes morceaux, c'est ce qui va donner une couleur à tes sons. Et c'est en ça qu'Enka il m'intéressait énormément, que sa couleur, son travail m'intéressait, sa vision m'intéressait. Mais effectivement, la morphologie de tes morceaux change. Et voilà, donc j'ai eu de grandes discussions avec lui, des périodes de moments de doute où je me suis dit, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est de cette manière que je veux que cette chanson sonne, ou est-ce que et en fait, j'avais envoyé mes morceaux au fur et à mesure, une fois qu'ils étaient finis, tu vois, les uns les autres. J'aurais pu les digérer, j'aurais pu peut-être y apporter ou affiner en tout cas ma demande par rapport à NK, lui demande d'être plus précis dans ce que je voulais encore. C'est des petites choses, c'est surtout des choses, tu vois, de cet ordre-là, quoi, des choses techniques. Et ça me fait penser à un truc, ça. C'est le côté un peu, quand tu crées quelque chose, finalement, le plus tu peux avoir des retours, le plus ça permet d'avancer vite, en quelque sorte. Ouais, est-ce que tu crois que t'aurais mieux fait depuis, je sais pas, 5-6 ans, sortir un morceau, un morceau ensuite? Ouais, je pense que ça aurait été plus productif. Plutôt que d'arriver en bloc. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis en plus, je sais que j'ai besoin de temps pour tout, moi, tu sais, pour passer des caps, en termes de compétences, tu vois, assimiler des choses, les digérer, pouvoir être autodidacte après, m'en servir et faire ce que je veux. J'ai besoin de vachement de temps pour passer les étapes. Et là, c'est vrai que d'un coup, je me suis retrouvé avec un bloc d'informations à assimiler sur le plan théorique et pratique, tu vois, sur comment écrire, comment puis être au four et au moulin, tu vois, envoyer mes sons au mix, gérer en même temps un peu la future promo, comment j'allais faire mon artwork, tu vois, le shooting, qu'est-ce que je voulais. Je me suis complètement, tu sais, je me suis un peu démultiplié et pour le coup, j'ai fini par m'éparpiller un peu. Donc il y a des choses qui sont pas optimales, tu vois, que je regrette un peu aujourd'hui, mais j'ai quand même quelque chose dont je suis très très fier et voilà, qui ressemblait à ce que je voulais. Et sur le plan pratique, c'est pareil, je sais plus ce qu'on disait. Putain, est-ce que t'aurais mieux fait de sortir tes morceaux? Ouais. En fait, du coup, ça veut dire que t'attaques les différentes problématiques. Par exemple, tout ce qui est mix, etc. Si t'avais sorti des morceaux dans les années précédentes, t'aurais déjà commencé en fait à bosser ces trucs. T'aurais pas eu à te le prendre en même temps que le reste. C'est de l'expérience, quoi. C'est-à-dire, comment dire.
être familier, tu vois, là j'ai tout découvert sur le tard, tu vois. C'est pour ça que j'ai annoncé mon album en début d'année, parce que je m'étais jamais dit qu'un mix, ce serait, ça prendrait tant de temps que ça. Tu te disais, je fais mes morceaux et c'est bon, ça sort. Je fais mes morceaux, on les envoie tu vois, au mix, et pour moi ça prenait une semaine, un truc, c'était vraiment de suite, tu vois. Mais moi c'est intéressant d'entendre dire ça, parce que c'est ce que je pensais aussi, tu vois. Je me disais, moi c'est ce que je me serais dit aussi, tu vois. Mais en fait ça a été fou, parce que mon album, j'ai fini les 3-4 derniers morceaux récemment, mais en vérité j'avais quasiment tout l'album en janvier déjà, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'annonçais. Sauf que derrière, il y avait 1000 trucs que j'ignorais. Le problème, tu vois, c'est cette question du mix, de rentrer dans le planning d'un mixeur qui est hyper chargé, vachement demandé. Il avait pas le temps au début de le faire. Hein. Et puis il a écouté le projet, il m'a dit ok, je vais me démerder pour trouver le temps. Je vais bosser avec mon assistant Paco, machin. On va essayer de se débrouiller. Il va me faire les préparations, je vais faire les mix, ces trucs. Mais je sais il s'est créé du temps pour mixer l'album. Et je lui disais, je veux que ce soit toi. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. L'artwork, tu vois, d'un coup d'aller faire avoir des photos de presse, des photos pour la cover de l'album, le livret. Je voulais faire un vrai livret parce que c'est des objets qui ont de l'importance pour moi. Tu vois, remettre du texte dans les livrets, de belles photos. Et je suis allé chercher un photographe plus un infographiste, les deux que j'aimais, tu vois. Et il a fallu que je les mette en relation, que je leur donne des directives, des idées, qu'on affine le truc à 3 à distance, ensemble. Il y a eu plein de trucs comme ça dès lors que j'avais quasiment l'album en boîte, qui m'ont pris énormément de temps, qui font qu'aujourd'hui, tu vois, regarde, je viens à peine de clipper mon premier morceau, et ça aussi, tu vois, je voulais le faire avec Greg Elio et personne d'autre. Et c'est pareil, il fallait jouer avec leur planning surchargé, machin. Je suis un ouf, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, je finis l'album, je vais aller demander à Greg Elio de m'éclater un clip de ouf, machin, dans la foulée. Le mix, ça va partir vite, machin et tout. On va envoyer ça à la fabrication. Boum, tu vois, tac, je rentre. Dans ma tête, c'était, tu vois, c'est une vision hyper naïf, quoi. Ouais, mais est-ce que si t'avais pas eu cette vision naïve, tu te serais lancé dans l'album si t'avais su tout ce qu'il fallait faire? Non, parce que je t'ai dit, j'ai vraiment, ce qu'on je le disais en off, quoi, j'ai fait des petits burn-out, j'y ai laissé des plumes. Ouais. En termes d'énergie, je suis plus le même, hein, je te jure, hein, je suis. T'es plus fatigué, tu dirais, là? Ah là, je suis éclaté, ah ouais. mais comme jamais. J'ai travaillé, mais je suis un mec obsessionnel sur tout, tu vois. Et quand cet album l'est devenu obsessionnel, ça m'a plus que jamais quitté, et je suis devenu. Ta vie, c'était ça, quoi, en fait. Ouais, mais ça veut dire que je voulais tout contrôler, tu vois. Je voulais avoir un œil sur tout. Quand je te parle du mix, je te parle de l'artwork, machin. J'ai un label, hein, avec des gens qui pouvaient m'aider, quoi, tu vois, prendre le relais à des moments. Mais sauf que je ne lâchais rien, tu vois. Je voulais garder la main mise sur tout. Et ça m'a usé à un point. Puis surtout qu'à un moment donné, j'étais tellement fatigué que j'avais plus de recul. Donc j'ai fait des erreurs, tu vois. Tu penses que tu aurais dû plus déléguer? Ouais. Parce que c'est ce que j'ai fini par faire, mais un peu par défaut au début, en me disant bon, de toute façon, t'as plus la pêche. Puis là, tu vas dans le mur si tu continues vraiment. Ah d'accord, donc t'as eu des gros moments de des vrais de gros moments où je me suis dit, j'ai envisagé le fait d'arrêter, quoi, de ne pas aller au bout du truc parce que j'étais mort. Mais vraiment, t'as tapé des phases de psycho, tu vois, genre. Espèce de phase psychotique, c'est-à-dire de grandes angoisses, de machin, où puis mon corps me lâchait, tu vois, où à un moment donné, je m'étais mis des œillères et tout, j'avais verrouillé mon esprit en mode tu restes focus, tu vas au bout de l'effort, machin et tout, puis c'est mon corps qui me disait stop, tu vois. Et ça a été très dur à des moments. C'est pour ça que là, je récupère petit à petit, mais je sens que je pars de loin, tu vois. Et voilà. Mais c'est une histoire qu'on entend souvent avec les artistes, et notamment dans la musique. Alors je sais plus si c'est pas Stromae qui a aussi fait un peu un. Ouais. Peut-être qu'il y avait une maladie aussi dans l'histoire. Je sais pas si je me trompe pas. Mais en gros, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et pourtant quand on s'y met, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu la même chose, quoi. Il va à fond et se brûle un peu. Ouais. Mais je te dis, après, il y a des gens qui ont une approche beaucoup plus saine, entre guillemets, tu vois. Mais c'est quoi une approche plus saine? Beaucoup plus. Après, c'est des natures de gens, tu vois. C'est des tempéraments un peu. Des tempéraments, ouais. Je pense que. Tu vois, il y a des gens qui vont, je sais pas, le faire de manière vachement plus légère. Tu vas avoir l'impression que c'est très simple pour eux, très facile, qui viennent en studio, qui s'éclatent, tu vois, qui le font avec légèreté, dans l'amusement, machin et tout, mais ça reste quand même qui te balancent des morceaux de ouf. C'est des tempéraments, tu vois, c'est des trucs, voilà.
Ouais, moi, ça m'intéresse ce que tu dis parce que je pense que je suis un peu plus proche de ton tempérament. Tu vois, moi, j'ai mon ex-copine qui m'a dit, mais je te connais tellement bien, et c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui me disait, je pense pas que l'écriture soit faite pour toi. Donc là, elle me fait halluciner, tu vois, je me mange une espèce de vérité, elle me balance cette vérité dans la tête, tu vois, et ça remet toute ma personne en question, tu vois. C'est un peu le seul truc que je sais faire et que j'ai toujours fait. Elle me dit que je ne crois pas que ce soit fait pour toi parce que tu es déjà un cérébral et que le fait d'être lancé sur un album qui soit aussi personnel, aussi introspectif, et que tu t'es totalement mis dans renfermé dans ton esprit, quoi. Et c'est elle qui m'a dit ça la première, en disant tu t'es déconnecté de tes sensations. Si aujourd'hui tu te sens ni bien ni mal, ni machin, que t'es un peu éteint, un truc, c'est que t'as passé trop de temps là-haut, tu vois, et que l'écriture, au final, pour un mec comme toi, c'est qui tout double, tu vois. Si t'équilibres pas à côté, ça peut être dangereux. Et c'est vrai. Aujourd'hui, j'en ai conscience, tu vois. Comme quoi, en vérité, j'ai pas conscience de tout. Sur le coup, je peux être vachement dans le déni ou juste naïf, tu vois, ou juste hyper obsédé par ce que je fais, quoi. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est pas pour toi, en fait. Non, c'est une manière un peu forte de me le dire, mais parce qu'elle m'a vu dans des états assez lamentables, tu vois, et qu'elle m'a dit ouais, mais parce que si tu sais pas doser à côté, l'écriture c'est pas ce qui va t'aider c'est pas l'outil le meilleur outil pour toi qui va t'aider à aller mieux, tu vois. Et pourtant, l'écriture, c'est ça, c'est poser des mots sur des mots, tu vois, pour nommer des trucs, pour les détruire, les machins. Et donc il y a un côté vraiment très thérapeutique pour moi dans l'écriture. Donc c'est indispensable que je le fasse. Mais si j'apprenais maintenant, si j'étais un peu plus rigoureux dans le fait de doser ça, de l'équilibrer avec d'autres activités, tu vois. Ouais, parce que enfin voilà, j'ai un peu expérimenté, j'ai flirté parfois avec la folie, quoi. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait changer cette période? Ouais. Fatalement, c'est sûr. C'est une expérience de toute façon, qui m'aura marqué pour la vie. Ça a été hyper formateur. Je me suis dit que j'étais capable d'emmener un projet jusqu'au bout et tout seul, en fédérant des gens autour, tu vois. Et que j'étais capable de ça. Donc ça, si tu veux, ça a été... ça, c'est une grande satisfaction quand j'y pense, tu vois. Et je me dis, si je me mets à fond, je suis capable. Si je me lance dans quelque chose qui me plaît, machin, je peux l'emmener où je veux, en y mettant l'énergie qu'il faut. Je suis capable de ça. Après, ça m'aura fait changer. C'est un peu tôt pour en parler, je pense. Mais ouais, quand je te dis que j'y ai laissé des plumes, je te dirai comment. La prochaine fois qu'on se fera un podcast, je te dirai en quoi ça m'a transformé. Ça a été dur dans mes relations, par exemple, tu vois. Ouais, c'est un peu de ça que c'est hyper chronophage. C'est tellement chronophage que... Est-ce qu'il y a des dégâts irréversibles de ça, tu crois? Ouais, parce que ça me montre à quel point je suis un mec obsessionnel. Et que, mine de rien, j'ai bon d'avoir conscience et je peux travailler tant que je veux là-dessus. Je suis un grand, tu vois, la mort, le cul, genre le temps qui passe, comment m'installer dans ma vie... dans le temps de vie qui m'est imparti. C'est des grandes thématiques qui m'obsèdent en permanence. Et je suis comme ça, tu vois. Et donc, c'est des sujets que j'aborde dans l'album. Je suis un grand obsessionnel et du coup, ouais, pour moi, il y a des choses qui sont... Il y a même un âge où tu te dis, en plus, n'essaie pas de me changer, tu vois. Si tu rentres dans ma vie, machin, si tu dis que tu m'aimes ou si voilà, t'as des sentiments pour moi, prends-moi tel que je suis. Je présente à toi sans filtre, tu vas voir que c'est pas tout tu vois, tout rose, quoi. Mais tu sauras à quoi t'attendre. Je suis ce mec-là. Maintenant, j'attends pas de la personne qui m'estime, machin, qu'elle essaie de me changer, quoi. Mais c'est difficile de se présenter sans filtre. Il y a toujours évidemment quelque chose, toujours des choses qui t'échappent, mais quand même, je pense que je suis assez honnête sur qui je suis et la manière dont je me comporte. J'ai cette constance-là, je pense. On me le dit en plus. Il y a pas de surprise, quoi, tu vois. Je suis pas du genre à me vendre ou c'est pas mon ego qui va parler pour moi. Voilà, je me présente tel que je suis. Et je sais plus ce que c'était ta question de ah oui, on parlait du fait que il y a des choses irréversibles, quoi. Ouais, des comportements. Et puis voilà. Et donc il y a un âge où en plus, moi j'arrive à un âge où j'ai plus envie de faire d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je commence à m'accepter avec
avec mes failles, mes propres handicaps, des choses qui vont t'arrêtes d'essayer de te forcer à t'adapter au monde un peu. Au monde ou aux autres, tu vois. Ouais, bien sûr. Même si dans une relation à deux, j'ai conscience qu'il faille, tu vois, faire des concessions, qu'il faille améliorer des choses. On est perfectible, tu vois. On peut s'ajuster, quoi, des ajustements. Mais ça reste quand même très dur pour moi parce que c'est très marqué, quoi. Mes comportements sont tous très marqués, je pense. Dans une de tes chansons, à un moment, tu dis de l'album, tu dis je pète parce que je crois que je pète un câble chaque fois que la nuit tombe, un truc comme ça. Ouais. Et ça m'a fait penser à moi, tu vois. Et je me dis. Tu te demandes pourquoi l'attente était si longue, c'est que je pète un câble chaque fois que la nuit tombe. Ouais, un truc comme ça. Je parle de l'album et tout. Ouais. Et je me suis dit, tu vois, moi j'ai l'impression que dans ma vie, peu importe ce que je fais et peu importe les progrès que je fais, parce que je trouve que je fais des progrès, tu vois, sur comment je gère ma vie, mes relations, ma santé, tout ça. Peu importe ce que je fais, j'ai l'impression d'être face à une hydre avec plein de têtes. Ouais. Et dès que je coupe une tête, dès que je coupe une addiction, dès que je coupe un vice, tu vois, il y en a un autre qui arrive. Mais parce qu'on est à chaque. Tu sais, il y a une expression qui dit il y a une jeunesse pour chaque période de la vie. Comme j'ai l'impression qu'on n'est pas la même personne à. Comment dire ? On évolue en permanence, tu vois ce que je veux dire, alors il y a des moments de comment on appelle ça, des moments d'accalmie, des moments où d'un coup tu vois tu poses le truc, et des moments de constance, mais je pense on évolue en permanence, on n'est jamais la même personne, tu vois ce que je veux dire, et que d'une saison à une autre tu peux peut-être développer une nouvelle addiction, ou un nouveau mauvais penchant, ou un nouveau point positif, j'en sais rien. Je pense que voilà, au final, à l'arrivée, on est la somme de tout ce qu'on expérimente, de tout ce qu'on traverse, de tout ce qu'on vit, tu vois. Ouais. Mais que c'est toujours en mouvance, ça, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment où il faut accepter parce que moi, je pense que pendant longtemps, tu vois, j'ai un côté où j'accepte pas, j'ai envie de tout contrôler, tu vois. J'ai envie de dire, bah non, cette addiction, je vais la virer, celle-là, je vais la virer, j'ai l'impression que je vais être un genre de bois bien lisse, nickel, bien sûr, tu vois. Mais je sais pas, moi, je pense après, moi, je sais aujourd'hui, je sais ce qui me fait du bien. Et ce vers quoi il faut que j'évite d'aller pour me bousiller, tu vois. Je sais pas après si je suis pas contre le flic, tu vois. Je me dis pas il faut que ce soit parfait à tous les endroits. Au contraire, je me dis j'ai de plus en plus conscience de la personne que je suis, de mes comportements, de là où le bas blesse, là où il faudrait peut-être que je fasse un effort pour moi puis pour les autres, tu vois, les gens qui m'aiment et tout. Mais vraiment, je commence à faire la paix un peu avec qui je suis, ce que je suis. Et c'est pas parfait. Mais c'est un peu ça que je voulais te demander, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, je commence à arriver à un moment où je trouve qu'en fait, il y a c'est con comme expression, super bateau, mais il y a de la force dans tout ce que je considérais comme étant des faiblesses, ne serait-ce qu'au niveau de la création. En fait, tout ce que je tire d'intéressant, je trouve que c'est dans ces failles, tu vois. Bien sûr, et si elles étaient pas là, bah j'aurais rien à raconter, tu vois. Non, bien sûr. Non, mais je pense que c'est ça. C'est des choses qui nous renseignent sur nous, tu vois. Genre processus artistique, une relation amoureuse, une relation avec un pote, n'importe. Enfin, tu vois, c'est des choses qui nous renseignent sur qui on est et tout. Et faut pas chercher à se barricader ou. Tu vois, c'est ça. C'est quand je dis que je te disais être sans filtre quand je me présente à quelqu'un ou quand je chante, tu vois, je le fais vraiment sans filtre, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de m'observer de la manière la plus honnête possible pour tendre un miroir à la personne qui m'écoute ou qui me regarde et voilà, et voir ce que ça peut lui renvoyer, quoi. Est-ce que ça peut l'aider ça peut la renseigner sur elle-même, j'en sais rien. Je pars de ce principe-là, tu vois, et ouais, je pense c'est tuer l'ego, quoi. Il y a un truc, c'est compliqué, hein. Et c'est essayer de faire faire la part des choses en toi entre ce que te dicte ton ego et ta petite voix intérieure, ton intuition qui te dit voilà, sois toi-même. En fait, voilà, comporte-toi comme tu as envie de te comporter, fous-toi du regard de l'autre, ne sois pas si exigeant avec toi. Ou tu vois, ou avec les autres alors que tu ne l'es pas avec toi. Enfin, je pense que c'est vraiment apprendre à faire taire un peu l'ego, quoi. Et ça te rapproche un peu de la vérité, quoi, un peu de qui t'es. Et tu peux te présenter au monde un peu mieux et sans tricher, quoi, tu vois. Ouais. C'est flou, hein, ce que. Non. Tu as l'impression d'avoir progressé là-dessus?
Sur la mort de l'ego. Ouais, vraiment. Mais encore une fois, je pense que c'est pas des trucs immuables, tu vois. C'est faut être vigilant, quoi. Ça m'aura appris à identifier que l'ego te fait croire qu'il n'y a pas d'ego, quoi. Et que c'est super vicieux. Et qu'en vérité, on est pétri par ça, on est régi par ça. Que la majorité de nos discours en groupe sont dictés par l'ego, tu vois, et même nous, vis-à-vis de nous, tu vois, genre, j'écoute mon morceau, tu réécoutes ton podcast, tous les moyens sont bons pour, tu vois, pour s'auto-sucer, tu vois, s'auto-suffire et se dire, ah ouais, il faut être vigilant. Et c'est vraiment, je suis dans une quête, en tout cas à travers la musique, je suis une quête de la vérité, quoi. Quand je me lance dans un morceau ou que je veux explorer une thématique. Pourquoi la vérité ? Parce que elle est insaisissable, quoi. Il n'y a jamais de vérité absolue. Ce que tu sais, c'est que tu sais rien, tu vois. Et que chaque vérité, la vérité qui t'appartient n'est pas forcément la mienne et vice versa, tu vois. En règle générale, je te parle. Hein. Et du coup, je suis en quête de ça. Quand j'explore, je sais pas moi, j'ai une thématique amoureuse sur l'album où il y a 4 morceaux qui se suivent, tu vois. J'explore là, je sais pas, ma condition à travers les relations amoureuses. Et en le faisant, je me dis, est-ce qu'à l'arrivée, tu vois, est-ce que ça va me renseigner un peu plus sur moi, tu vois, ou sur les autres. Est-ce que je suis en quête de vérité, mais je te dis encore une fois, c'est un peu Don Quichotte, quoi, tu vois, Ouais, mais parce que c'est ce qui rend le truc vraiment intéressant et excitant, c'est qu'il a pas de fin, en fait. Ouais, c'est un truc sans fin. C'est un truc sans fin. Des moments où tu touches à des trucs un peu essentiels, où tu touches à des choses un peu essentielles, mais est-ce qu'au final t'arrives à la vérité compliquée, tu vois. Puis je suis pas un mec pragmatique, je suis pas un mec cartésien, tu vois. Ça veut dire que je suis pas un mec, j'ai ni méthodologie, ni méthode, ni esprit de synthèse, tu vois. Voilà, j'ai des fulgurances parfois, et puis après je suis en périphérie, quoi. Je tourne autour, je décortique, j'essaye, tu vois. Mais je t'assène pas de grande vérité parce que j'ai vraiment le sentiment que j'en détiens aucune, quoi. Bah merci Gringe. Bah, merci à toi. T'es venu sur Nouvelle École. Ton album qui sort, Enfant Lune. Yep. Ouais. Et on dit quand on sait quand il sort. Ça va sortir. Ça va sortir après ton clip. Ouais. Voilà. Et nous on a une idée avec le label, c'est imminent vraiment, hein, mais on sait pas encore vraiment, parce qu'on sait pas quand il sort. On n'a pas de date exacte. C'est fin octobre, tout début novembre, quoi qu'il arrive. Parce qu'on attend le rendu du premier clip sur lequel il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de post-prod à faire. Okay. Et qu'on bosse avec des très très bons et qui du coup prennent beaucoup de temps pour bien faire les choses. Donc c'est le seul dernier petit truc qui m'empêche de donner encore la date de sortie officielle. Cool. Et de toute façon, les gens pourront te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, voir venez me voir, me faire crucifier sur les réseaux. Venez combler l'absence de ceux qui sont partis. Exactement. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 € par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.